bonjour à tous. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à nous regarder. Paris Air Forum 2020, c'est une édition exceptionnelle, malheureusement à distance pour vous, mais on a la chance d'avoir en présentiel, comme on dit aujourd'hui, sur ce plateau, les 5 grands acteurs de la filière qui vont permettre de réussir, et c'est l'enjeu de cette table ronde, de gagner la bataille du CO2. Avec nous, donc, Ben Smith, président d'Air France KLM, merci d'être avec nous. Philippe Petit-Colin, qui est le directeur général de Safran. Patrick Pouyanné, qui est le président de Total, et on parlera des carburants et des biocarburants avec lui. Guillaume Faury, le directeur général d'Airbus, pour parler notamment de son projet d'avion à hydrogène. Et enfin, à mes côtés, à ma gauche, Augustin de Romanet, le président d'Aéroports de Paris, avec qui la Tribune a conçu et lancé ce Paris Air Forum depuis des années. Nous sommes ravis de cette édition parce que jamais peut-être depuis qu'on a lancé le Paris Air Forum, il y avait une telle importance à, je pense, s'intéresser à la façon dont la filière va s'organiser. Aujourd'hui, elle est à l'arrêt. Alors j'ai envie de demander peut-être pour commencer à Ben Smith, qui est finalement en première ligne. Aujourd'hui, vos avions sont malheureusement cloués au sol. Alors, on a l'espoir du vaccin. Et on disait tout à l'heure, on avait une table ronde pour dire est-ce que l'avion n'a pas été pendant des années et on s'en est pas rendu compte. Peut-être il y a eu une forme de cécité par rapport à la prise de conscience de son impact et de son empreinte carbone qui a conduit une partie de l'opinion, notamment de la jeunesse, à critiquer le monde de l'aérien et pour certains à refuser de le prendre. Est-ce qu'aujourd'hui cette crise, qui est un temps d'arrêt, finalement vous a conduit, vous, à réfléchir, dans la perspective d'un redémarrage que beaucoup espèrent, à réfléchir au rôle de l'avion, à sa place dans la société, et comment est-ce que l'avion, finalement, peut retrouver effectivement cette aura qu'il a toujours eue et dont vous êtes l'un des représentants, et je crois, finalement, c'est ce qui vous fonde vous-même personnellement, vous êtes un admirateur, un passionné de l'avion. Ok, si c'est d'accord avec vous, je vais répondre. Parlez bien près du micro. Ah, ok, ça marche? Ok. Si c'est d'accord avec vous, je vais répondre en anglais. Ok, so first of all, thank you for... Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est un grand honneur d'être ici. Oui, bien sûr, nous sommes dans la ligne de mire. Nous sommes très exposés à ce défi. Nous n'avons pas de choix que d'aborder le défi environnemental. C'est pas un problème pour nous. Nous sommes engagés. Et pendant ces crises de pandémie qui nous touchent tous, nous avons réfléchi plus que pendant le passé, plus sur l'impact environnemental de notre secteur. Mais en même temps, pendant cette même période de temps, nous avons démontré à quel point l'aviation est important. On voit le transport des masques avec des avions, le transport des futurs vaccins avec les avions. Ça fait partie de la vie qui va au-delà du question de transport. Et c'est pour... nous attendons avec patience de remonter dans le ciel aussi rapidement que possible. On n'est plus focalisé sur le passé, sur le rayonnement, mais il y a une démonstration de l'importance de notre secteur. Enjeu du secteur, cet enjeu de la transition. On disait tout à l'heure avec Bertrand Piccard, peut-être, alors que les engagements sont pris depuis des années, 2007, 2008, réaffirmés en 2015, un objectif de réduction des émissions par 2 d'ici 2050 par rapport à 2005. Tout ça, l'industrie, effectivement, ne découvre pas aujourd'hui cet enjeu. Simplement, peut-être que la communication, il y a quelque chose qui a peut-être été raté dans la perception par le public que l'industrie faisait effectivement les investissements nécessaires pour s'adapter et se transformer. Donc je repose un peu la même question. Dans ce moment d'arrêt, au moment où on repart, on attend le redémarrage, comment est-ce que vous pouvez, en tant qu'industriel, démontrer que les choses sont maintenant prises vraiment au sérieux et il va y avoir des réels changements rapidement? Moi, je pense que les choses ont toujours été prises vraiment au sérieux. On n'a peut-être
pas assez communiqué, mais pour reprendre le point de Ben, quand on regarde les études de nos principaux clients, que sont Airbus, que sont Boeing, sur les 20 ans qui viennent, malgré la crise, l'aéronautique et l'industrie aéronautique restent une industrie de demain, une industrie de l'avenir. On prévoit entre 40 et 45 000 avions à fabriquer dans les 20 ans qui viennent. On va doubler la flotte. Donc oui, il y a des problèmes. Oui, il y a aujourd'hui cette crise, mais sur le long terme, nous sommes une industrie du futur. Alors qu'est-ce que l'on fait ? Nous dépensons beaucoup d'argent pour préparer les moteurs, entre autres, qui seront capables de répondre à ces besoins. Nous avons, par exemple, aujourd'hui, entre 300 et 400 millions d'euros d'autofinancement pour préparer les moteurs qui seront capables, à l'horizon de 2035, de pouvoir faire brûler des carburants alternatifs que j'espère mon voisin de droite sera capable de nous offrir. Donc on travaille on travaille sur beaucoup de technologies. Nous avons aujourd'hui un spectre très ouvert qui part des biofuels, qui passe par les fuels synthétiques, qui passe par l'hydrogène bien entendu. Et dans les 4-5 ans qui viennent, j'espère qu'on aura une vue beaucoup plus focalisée sur le type de produit qui sera l'optimum pour pouvoir répondre à la demande. Alors, avant de venir au carburant vert, je voudrais écouter aussi Guillaume Faury, puisque vous aussi, donc on parle de continuer à construire des avions, mais pour ça, il faut qu'il y ait encore des avions dans le ciel. L'industrie, aujourd'hui, est face à un risque, certains disent, existentiel. Elle est mise en cause par certains dans l'opinion, donc il y a un sujet de communication, très certainement, vis-à-vis des jeunes générations. Et puis, vous avez, vous, communiqué sur des ruptures technologiques, comme l'avion à hydrogène, mais qui n'arriveront que dans quelques années. Donc, comment vous-même vous préparez à cette transition avec des avions plus modernes qui consommeront moins en attendant l'arrivée de ces ruptures ? Alors, la première chose, c'est que la transition, elle est déjà en marche. Je regardais ce matin, avant de venir, les chiffres de réduction d'émissions de CO2 sur les avions depuis les dernières décennies. Et depuis 1990, les émissions de CO2 par passager et par kilomètre parcouru des avions qu'on met en service ont été réduites de 54%. J'ai pas trouvé d'autre industrie qui a, alors il y en a peut-être, mais dans les études que j'ai faites, j'ai pas trouvé d'industrie qui ait baissé aussi vite ses émissions de CO2 par unité de mesure que l'aéronautique. Alors on l'a fait essentiellement parce qu'on avait besoin d'aller plus loin dans des conditions économiques qui étaient meilleures et en consommant moins de carburant. Mais comme les émissions de CO2 sont directement liées à la consommation de carburant, on a très fortement réduit. Donc il ne faut pas croire que tout d'un coup, l'aéronautique se réveille en n'ayant rien fait sur le CO2. C'est pas vrai. Simplement, ce qu'on voit, c'est que compte tenu des enjeux climatiques, il faut aller plus loin que des améliorations sur les architectures existantes. Et il faut réfléchir et travailler et investir et innover, comme l'a dit Philippe, sur des architectures nouvelles pour pouvoir aller viser une division par 2 par rapport à 2005, ce qui en fait veut dire des avions qui consommeront 90% de moins de carburant en 2050 qu'aujourd'hui, et en fait aller même vers le zéro émission pour pouvoir ensuite être carbone neutral. Et ça veut dire regarder des pistes qui n'avaient pas été investiguées jusque-là. Et on s'est en particulier rendu compte, à travers les travaux qu'on fait et les technologies qu'on maîtrise dans l'espace avec les fusées ou les satellites, qu'il y avait des carburants auxquels on n'avait pas vraiment accordé beaucoup de crédit jusque-là, qui deviennent des voies technologiques viables. On voit déjà aujourd'hui des petits avions voler à l'hydrogène. Ça y est, ça arrive. Nous, on fait voler des satellites, des fusées. C'est des technologies qui sont utilisées sous forme gazeuse également dans l'automobile, dans d'autres formes de transport. Et on les met très sérieusement à l'étude avec des calendriers qui sont effectivement assez longs pour avoir le temps raisonnable de maturer ces technologies, aussi pour pouvoir construire les réglementations et puis pour pouvoir donner le temps à une industrie de fabrication et de distribution de ces carburants d'émerger. Mais il ne faut aussi pas croire que la solution arrive seulement en 2035. Aujourd'hui, on livre tous les jours, avec Philippe, des avions qui sont capables d'accepter jusqu'à 50% d'incorporation de biocarburants. Or, l'incorporation qu'on observe, elle est inférieure au pourcent. Donc on a aujourd'hui
déjà une très grande marge d'amélioration pour réduire fortement les émissions de CO2 en utilisant la capacité des avions et des moteurs. Voilà, donc les biocarburants, les carburants synthétiques, l'hydrogène derrière, l'amélioration de la performance énergétique des avions en continuité de ce qu'on a déjà fait, de nouvelles formules d'architecture. On a beaucoup parlé de l'aile volante, qui effectivement peut amener des ruptures. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et c'est vrai que pour nous, l'aéronautique, c'est très frustrant d'entendre cette attaque alors qu'on est 2% ou 2,5% des émissions de CO2, avec l'impression que tout le reste, finalement, c'est pas très important. Le reste, c'est 98%. Et nous, on prend notre part du boulot et on veut que les jeunes, que tout le monde puisse continuer à voler, parce que l'utilisation de l'avion a une utilité sociale énorme, économique, mais aussi culturelle. Le fait que les pays, le multilatéralisme sur lequel repose, je dirais, la coopération internationale est lié au fait de pouvoir voyager, de pouvoir se rencontrer et que les cultures, finalement, soient associées. Ça, l'aviation joue un rôle absolument essentiel. Donc économique, mais aussi social, culturel, humain. Et on veut que les générations futures puissent continuer à bénéficier de l'aviation sans avoir cette culpabilité d'émettre du CO2 quand ils prennent l'avion. Alors Patrick Pouyanné, on vient d'évoquer effectivement différentes ruptures technologiques possibles, mais en attendant, l'espoir finalement serait de pouvoir commencer tout de suite par introduire plus de biojet, donc de carburant vert. Mais pour ça, encore faut-il créer la filière. Donc vous êtes patron de Total. Qu'est-ce que vous faites vous ? Je crois que vous allez notamment investir en France pour créer ces carburants qui vont pouvoir incorporer moins des kérosènes, donc qui seront verts. D'accord. D'abord, je voudrais dire que je suis très content d'être autour de cette table ronde parce que pour la première fois, il y a tous les acteurs. Il y en a notre client qui s'appelle Air France. Il y a les gens qui fabriquent les avions d'Airbus. Il y a ceux qui fabriquent les moteurs des avions. Il y a ceux qui les accueillent avec ADP. Et en fait, c'est la seule configuration pour arriver à progresser. C'est sûrement pas en se renvoyant la balle les uns les autres qu'on va y arriver. C'est tout le sujet de la transition énergétique. Pour moi, l'aérien, c'est vraiment le vrai symbole. C'est ensemble, clients, fournisseurs, qu'on trouvera les solutions, parce que, et ça renvoie d'ailleurs au fameux scope 3 dont Total est seul responsable. Je voudrais juste te dire, d'ailleurs pour moi c'est typique, il y a une slide dans toutes mes présentations sur l'aérien qui explique qu'en fait, les fameuses émissions de CO2, c'est le scope 1 de mon ami Ben, et puis le scope 3 c'est le mien, mais c'est le même volume qu'on met chez Airbus, c'est le même volume qu'on met chez Safran, et un petit peu d'ailleurs chez ADP. Juste pour dire que quand on dit que c'est Total qui émet les émissions, en fait, le fameux scope 3, c'est nous tous qui les émettons. Pourquoi ? Parce que Total ne peut... Et en bout de chaîne, c'est les voyageurs. Et à la fin, c'est les voyageurs parce que c'est eux qui effectivement l'utilisent. Mais je voudrais surtout parce que nous, on ne conçoit pas des avions, on ne conçoit pas des moteurs, on fournit des carburants et on est tout à fait prêt à fournir de l'hydrogène si demain l'avion fonctionne à l'hydrogène, des batteries si demain c'est des batteries et des biocarburants et des carburants liquides si c'est. Alors pourquoi simplement, et il faut juste, aujourd'hui, on sait faire des biocarburants. On sait en faire depuis un moment. Je vous rappelle que le transport routier utilise du biodiesel depuis maintenant 15 ans ou 20 ans. Et que, bon, il faut juste, quand on le met dans un avion, qu'il tienne un peu plus au froid, mais c'est pas de la rocket science pour faire des biodiesel qui tiennent au froid, puisque quand on parle de jet fuel, en fait, on parle d'un... On sait le faire, mais on ne sait pas le faire au même prix. Non, attendez. Oui, mais on ne sait pas plus le faire au même prix quand on le met dans le diesel des voitures des Français qui roulent. Et je voudrais quand même que... Pourquoi ça n'a pas émergé ? Simplement parce qu'il n'y a pas d'obligation de le faire. Juste un chiffre, hein. Le jet fuel que je vends à Ben, il coûte en gros aujourd'hui, disons 400 € la tonne, pour juste un ordre de grandeur, un peu moins en ce moment. Surtout que je ne l'en vends pas puisque les avions ne volent pas, mais enfin, ça c'est un autre sujet. Mais le biocarburant, il coûte 1500, en gros, 4 fois plus, les ordres de grandeur. Mais il se passe la même chose pour le biodiesel que je mets dans les voitures de tous les Français. Quand le Parlement français met aujourd'hui une obligation de 8% d'incorporation du biodiesel dans le diesel, c'est le consommateur qui paye ce biodiesel, et exactement avec le même ratio. Donc, ce qui s'est passé dans la filière aérienne, c'est que, effectivement, juste pour donner un ordre de grandeur, en France, 8 millions de tonnes de consommation de jet fuel. Je mets 1%, 80 000 tonnes, ça fait une facture pour les compagnies aériennes d'à peu près 120 millions d'euros par an. Voilà, juste 1%, 120 millions d'euros. À la fin, il faut que le consommateur paye. Un deuxième chiffre pour vous imaginer ce que ça veut dire, sur un Paris-New York, si on met 1%
de biocarburant dans un avion, ça va augmenter le prix du billet de 5 $, de 5 euros. 5 $, 5 euros, disons 4 euros sur l'aller-retour Paris-New York. Donc il y a un coût tout ça. Mais toute la transition énergétique aura un coût. Aujourd'hui, on a l'impression, parce que c'est vert, ça doit être gratuit. Le soleil est éternel, etc. Non, mais ça a un coût. Alors, dans l'aérien, on ne l'a pas internalisé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de mandat. Pourquoi y a-t-il du biodiesel ? Parce qu'à un moment, des États européens ont décidé qu'il fallait obligatoirement mettre 2, 3, 4 et aujourd'hui 8% de biodiesel dans le diesel. Demain matin, c'est pas compliqué de créer la filière. Et mais en même temps, tant qu'on n'aura pas les mandats, on ne créera pas la filière. Parce que pourquoi voulez-vous que Ben, tout d'un coup, accepte de payer 120 millions d'euros de plus par an, alors que c'est un coût pour lui important dans son son compte d'exploitation, s'il n'a pas d'obligation de le faire par vertu. Donc, moi, ce que je dis, donc nous, pour être concret, on est convaincus maintenant, parce qu'on voit bien que l'Europe bouge, le Green Deal. En gros, on a investi en ce moment, on a décidé l'investissement, et à partir de 2024, je pourrai fournir jusqu'à 2% d'incorporation de tous les vols en France, puisqu'on aura une capacité de production. Est-ce que si vous produisez plus, ça pourra faire baisser un peu les prix ? Non, parce que les chiffres qu'on vous donne, attendez, c'est des technologies la filière biocarburant sur base, alors je vais dire sur comment on les fabrique. Et là, c'est le deuxième sujet des coûts. Il y a plusieurs filières. Il y a une filière historique, les huiles végétales, dont l'aviation ne veut pas entendre parler, et qui d'ailleurs, de mon point de vue, ils ont raison, puisque elle n'est pas durable, et donc il faut l'éliminer. Après, il y a tous les corps gras, graisse animale, huile usagée. C'est sur cette base-là qu'on va le faire, et le coût sera un petit peu plus cher, parce qu'en fait, le coût du biocarburant, il est fondamentalement fixé par le coût de la matière première. L'huile végétale est beaucoup moins chère, les corps gras qu'on doit ramasser, graisse animale, sont un peu plus chers, d'autant plus qu'ils sont rares. Donc il va y avoir une guerre sur d'où vient la matière première, et c'est cette matière première qui fait que je dis que le coût est 4 fois plus cher par rapport à un produit pétrolier. Donc, et puis après, il y a la fameuse chose qu'on parle de biocarburant avancé sur des déchets agricoles. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière industrielle, et pourquoi ? Parce que le coût de collecte de cette matière première est absolument énorme. Et c'est pas 1 à 4 à ce moment-là. Donc on parle de quelque chose qui n'existe pas. L'incorporation, Guillaume disait moins de 1%, c'est pas moins de 1%, c'est 0,01% aujourd'hui. Donc, si on veut 1%, donc nous saurons, dès 2024 en France, fournir aux compagnies aériennes qui volent en France jusqu'à 2% d'incorporation. Et vous allez investir dans une usine près de Paris. Alors en fait, on transforme, c'est simple. On a pris une raffinerie de pétrole. On va arrêter de faire du pétrole là-dedans. Il n'y aura plus une goutte de pétrole. À Grand-Puy. À Grand-Puy. On va investir uniquement pour la partie biojet 200 millions d'euros. Globalement, c'est un investissement de 500 millions d'euros parce qu'on transforme complètement la plateforme. Il n'y aura plus une goutte de pétrole. Et donc, on sera capable de fournir ce biocarburant. Après, il faut que les États décident de mettre 1%. Et il faut y aller progressivement parce que quelque part, on ne va pas tout d'un coup surinvestir dans des capacités à toute vitesse. Donc 1%, 2%. Alors effectivement, à la fin, il faut être clair, il faut que le consommateur accepte de payer, mais cette transition énergétique aura un coût. Donc techniquement, on a la solution. Ça, c'est pour l'immédiat. Après, il y aura d'autres filières qu'on va développer, notamment en liquide. Le Graal, ça sera à base d'hydrogène vert, de faire ce qu'on appelle des e-fuels, où en fait, c'est une équation d'ailleurs magnifique, c'est on met de l'hydrogène et du CO2 et on fait un carburant synthétique. Ça permet de rester dans la filière liquide, et qui pour nous, enfin je suis pas un expert, là j'écoute avec intérêt ce qui va être dit par les motoristes, etc. Lorsqu'on parle d'avion hydrogène, j'écoute, mais pour moi un avion, il y a toujours un problème de stockage dans un avion, et donc je conçois parfaitement des carburants alternatifs, des filières hydrogène, voire batterie, même si c'est lourd une batterie, sur des vols courts. Dès qu'on parle de longue distance, on a le sentiment, mais on peut se tromper, et là on n'est qu'à l'écoute vraiment de nos clients et de la filière, que un carburant liquide aura plus de chances d'être la réponse à la décarbonation de l'aérien. Donc nous, on travaille beaucoup sur les liquides en se disant c'est quand même tout ce qui est longue distance. Après, si demain Guillaume veut de l'hydrogène, on saura faire de l'hydrogène. Merci Patrick Pouyanné. Alors évidemment, il y a beaucoup de sujets ont été ouverts. Peut-être on va laisser la parole à Augustin de Romanet qui donne aussi sa vision, lui, pour les aéroports et la contribution des aéroports. Vous avez pris des engagements, vous aussi, très forts. Quand vous écoutez ce débat, et y compris celui sur les carburants qu'on vient d'entendre, il y a le sujet aussi du stockage, effectivement, et de la proximité, éventuellement, des lieux de production de ces nouveaux carburants qui vont être importants pour les aéroports. Quelle est l'équation finalement de la décarbonation vue de votre activité ?
Oui, Philippe. Alors, il est clair que les aéroports doivent faire leur part dans la réduction des émissions de CO2 et dans toutes les opérations au sol. J'aurai l'occasion d'en dire un mot. Nous avons notre homework à peu à près faire. aujourd'hui 5%, c'est ça? Oui, c'est 5% du total des émissions d'un secteur qui lui-même ne fait que 3%. Non, l'observation liminaire que je voudrais dire, c'est tout de même de placer ce débat dans la perspective. Au fond, le monde a totalement changé depuis notre premier Paris Air Forum il y a 7 ans. Et il faut bien voir que nous sommes dans un monde qui est un monde de réseau. Les GAFAM se sont développés sur l'idée que tous les humains sont connectés les uns entre les autres par des réseaux Internet, par des réseaux de fils, etc. Et le transport aérien a connu une croissance également exponentielle parce que c'est la croissance du réseau de la connectivité physique des humains. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète? Nous avons des réseaux Netflix, des réseaux d'email, etc., qui font un réchauffement de la planète considérable à cause du coût du stockage des emails, données, par exemple, à cause de l'émission de toutes les émissions en streaming, etc. Et ça, personne n'en parle. Le transport aérien, c'est la face émergée d'une société mondiale en réseau qui a créé une richesse de communication, de multilatéralisme, comme le disait Guillaume. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a éradiqué le sida dans le monde? Pourquoi est-ce qu'on a vacciné une grande partie de l'Afrique? Parce que l'avion a permis une communication qui est aujourd'hui prise comme bouc émissaire, alors même que ça n'est qu'une petite partie de la question de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc l'observation liminaire que je voudrais faire, c'est que le monde a radicalement changé dans la perception des choses, et dans la mesure où le transport aérien a été pris comme bouc émissaire, il a réagi avec une rapidité stupéfiante. Songez qu'il y a encore 3 ans, il était fréquent de dire « la dernière goutte de kérosène sera pour les avions ». Je pense que cette phrase est toujours aussi vraie, mais que, comme l'a dit Philippe Petit-Colin et comme l'a dit Guillaume Faury, les constructeurs d'avions ont décidé de ne plus avoir comme unique désir de construire des avions qui consomment moins de kérosène, des avions plus légers, mais d'avoir des ruptures technologiques. Ce qui ne va pas de soi pour un constructeur d'avions, parce que je parle à la place de Guillaume Faury. Quand vous avez un produit qui s'amortit sur 30 ans, ça n'est pas tout à fait spontané de dire, ben voilà, je vais faire une rupture technologique qui fera que dans 15 ans, les avions que j'ai construits pour 30 ans seront obsolètes. Donc, je crois que la discussion que nous avons là montre que chacun des acteurs de la filière a décidé de prendre la question incroyablement au sérieux et probablement de façon beaucoup plus vertueuse que beaucoup d'autres secteurs de l'économie, à commencer par les secteurs dont je vous parlais tout à l'heure, les GAFAM. Donc ça, c'était un peu une observation liminaire. Alors, sur les aéroports, je ne prendrai pas beaucoup de temps parce que je ne vais pas vous expliquer qu'on est les plus beaux et les plus forts. Pas du tout. On essaie de faire. Non, mais aussi, vous avez pris des engagements. Bien sûr, on a pris l'engagement d'être 0 émission de gaz à effet de serre sans compensation en 2050 et 0 émission en 2030 avec compensation. Mais il faut, je pense, qu'on raccourcisse ce délai. Donc nous devons travailler sur le taxiing, nous devons travailler sur la génération d'électricité, nous devons travailler sur la géothermie. Nous chauffons nos aéroports de plus en plus en géothermie. Nous travaillons sur les appels à manifestation d'intérêt sur les biocarburants. Il va bien falloir aussi, s'il y a des avions à hydrogène, qu'on ait des stockages d'hydrogène sur nos aéroports. Il faudra peut-être qu'on ait des usines de production d'hydrogène à proximité de nos aéroports. Donc, tous ces débats-là, c'est en ce moment que ça se passe. Mais croyez bien que c'est notre pain quotidien. Philippe Petit-Colin et peut-être Guillaume Faury, tous les deux sur la question des biocarburants, rapidement, parce il y a plein d'autres sujets, mais l'incorporation, on parlait de 0,1, bientôt 2, 3, 4, 5, on pourrait aller jusqu'à 50%, voire 100%, à quelles conditions? Et quand est-ce que Ben Smith pourra avoir des avions qui pourront incorporer 100% de biojet? Écoutez, sur le principe même de l'utilisation et de brûler ce type de biocarburant, les moteurs sur lesquels nous travaillons aujourd'hui seront capables de brûler 100% de ces biocarburants. Pour reprendre Mais quelle année? Actuellement, je vous ai dit tout à l'heure, nous travaillons sur des projets de technologie
pour pouvoir incorporer dans ces nouveaux moteurs. On sera prêt en 2025-2027 avec les technologies de base. À partir de là, si nos clients, bien entendu, avionneurs, sont intéressés, on est capable de mettre ces moteurs sur le marché en 2035. Donc les moteurs, encore une fois, ne sont qu'une partie de l'équation. L'avion, bien entendu, c'est a sa important part quand de même. responsabilité. Sans moteur, il n'y a Donc pas d'avion. on va travailler à la fois sur l'utilisation de ces nouveaux types de carburants et on va travailler sur la consommation. Parce qu'il va falloir baisser le coût. On l'a bien vu, il y a un problème de coût quelque part. Il y a un sujet d'équation économique. Donc, il va falloir baisser la consommation de 20 à 25% par rapport à ces nouveaux moteurs qu'on vient de mettre en place aujourd'hui, depuis maintenant 4-5 ans, sur les Neo et sur les Max de Boeing. On est à moins 15% par rapport aux générations précédentes. Il va falloir faire un nouvel effort de 20 à 25%. L'avion lui-même, Guillaume le sait, va être lui-même mis à contribution pour gagner également en termes de consommation. Donc si à nous deux, on gagne en gros 40% de consommation sur l'avion, plus le fait qu'on pourra utiliser... Ça, c'est pour les avions de dans 5 ans, donc. Pardon ? C'est pour les avions de dans 5 à 10 ans. Qui seront lancés en 2025-2027 pour une mise en service en 2035. Mais pour reprendre le point, si je peux terminer sur ce côté-là, que vient de prendre Patrick Pouyanné, il faut que la Commission européenne, au moins au niveau de l'Europe, mette en place des règlements. Aujourd'hui, on est parti sur 5% en 2030, peut-être 10% d'utilisation en 2035. Ce n'est pas assez. Il faut qu'on soit à 15-20% d'utilisation de ces biofuels en 2035, réglementairement, pour pouvoir lancer vraiment ce type de projet. Guillaume Faury. Oui, il me paraît important sur ce point-là de ne pas donner l'impression qu'on va régler les problèmes demain. Ces problèmes-là, nous les avons réglés déjà hier, parce que les avions que nous livrons ensemble aujourd'hui sont capables de 50% d'incorporation de biocarburants. Aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Et comme l'a dit Patrick Pouyanné, les biocarburants, ils existent aussi aujourd'hui. D'ailleurs, ils sont déjà incorporés dans l'automobile. Donc le défi qui nous est posé aujourd'hui, c'est pas de développer les technologies. Non seulement les technologies sont là, mais les produits sont là aussi. C'est de les utiliser. Et avant d'aller à 100%, on peut aller de 0,01 à 1%, à 2, à 3 et à 50. Donc il y a vraiment une question de mise en place de la réglementation et de l'infrastructure. En l'occurrence, les biocarburants, on peut les mélanger. C'est de l'incorporation, c'est du drop-in. Donc il faut le faire maintenant. Et là, on va réduire les émissions de CO2 par kilomètre et par passager parcouru, en plus de la problématique du nombre de passagers. On va pouvoir le faire maintenant. Et donc, nous, on appelle de nos voeux de pouvoir le faire. Je sais que c'est un très gros défi pour les compagnies aériennes, parce que si ce n'est pas fait de façon réglementaire, alors ça devient un sujet de concurrence. Et celui qui est vertueux paye un prix très élevé défavorablement par rapport à ses concurrents. Comme c'est une industrie très concurrentielle et qu'en plus en ce moment elle est vraiment dans une situation très compliquée, s'il n'y a pas une démarche réglementaire d'obligation ou d'incentivization très forte, au niveau, ça n'aura pas lieu. Au niveau au moins de l'Europe. Au moins au niveau européen. Ben Smith, donc vous pouvez répondre en anglais, mais je crois que vous avez suivi le débat. L'équation économique pour Air France de la transition est très complexe. Vous avez quand même toujours, malgré la situation très difficile, de nouveaux avions qui arrivent. Vous avez commandé, vous avez reçu de nouveaux avions. On en a parlé récemment dans la tribune. L'arrivée d'avions plus modernes, c'est des avions plus économes. Donc vous êtes dans la vertu. Et avec ces ruptures, comment est-ce que vous pouvez gérer l'équation économique du renouvellement de la flotte dans le temps par rapport à la question 1 de l'incorporation du biofuel, et puis peut-être, alors là c'est pour 2035, l'arrivée de ces ruptures technologiques. Comment est-ce que vous pensez la feuille de route de la transition dans le renouvellement des flottes? Okay, so as Guillaume said. Comme a dit Guillaume, il y a déjà beaucoup de technologies qui existent et ça nous permet de bien améliorer la chose, bien améliorer l'impact sur l'environnement. Donc, de notre point de vue, plus vite on pourra renouveler les flottes. Ça, ce serait un moyen pour améliorer l'impact sur l'environnement. Nous avons déjà un très, très grand programme pour renouveler notre flotte. On aimerait procéder plus vite, mais on a besoin d'argent pour le faire. Nos avions coûtent cher.
Et comme savent ces deux messieurs, et nous travaillons vraiment aussi dans un environnement très compétitif, comme on a déjà dit. Nous sommes donc entièrement contre la taxation. Pour nous, toute motivation que nous pouvons avoir pour justement être capable d'acheter des avions le plus vite possible, ça serait le bienvenu. Nous utilisons tous les outils qui sont disponibles actuellement. Et pour nous, la première façon d'améliorer l'empreinte digitale, c'est d'acheter des nouveaux avions. Le A380, par exemple, il y a une amélioration de plus 25%. Sur l'environnement. Alors, si on parle de 30 ans, il existe des technologies qui ont vraiment beaucoup amélioré la situation. Mais pour faire ce genre d'investissement, il faut que les compagnies aériennes fassent des bénéfices. Alors, si on regarde Air France KLM, il est très difficile de faire ce genre d'investissement énorme. Toute motivation, toute incitation que nous pouvons avoir est le bienvenu. Nous avons la compensation citoyen en France et ça pourrait donc faire en sorte que nous soyons vraiment en arrière par rapport aux autres sociétés. Et donc, ça serait contre-productif. Donc, permettez-nous d'acheter de nouveaux avions. C'est bon pour la France. Ça nous aide à investir dans la nouvelle technologie. C'est bon pour le consommateur. Et bien sûr, les nouveaux avions sont plus efficaces. Donc, il s'agit d'un cercle vertueux. Et nous, on aimerait apporter notre pierre à l'édifice. Donc, je crois que tout le monde serait bien heureux avec cette situation. Alors, la question est assez complexe pour vous parce que Guillaume Faury, Airbus, envisage donc peut-être 2035, on aura un avion à hydrogène. Mais vous les compagnies aériennes, par exemple Air France et KLM, quand est-ce que vous allez pouvoir avoir la confiance dans cet avion qui vous permettra de les commander et d'imaginer effectivement mettre des passagers dedans et comment vous allez pouvoir gérer finalement la soudure entre la génération d'avant qui va arriver, qui va continuer, et cette génération nouvelle d'avions. Comment est-ce que vous pouvez penser finalement la rupture technologique, y compris vis-à-vis de la communication, vis-à-vis des passagers, parce que mettre des passagers dans l'avion, l'aile volante d'Airbus, il va falloir quand même leur expliquer. Il y a tout un changement finalement à penser aussi. Bon, ce n'est pas une préoccupation pour moi. Si on regarde notre industrie, nous avons KLM existe depuis une centaine d'années. Donc, on est passé du bimoteur à double moteur, donc 4 moteurs. Donc, pour nous, il s'agit simplement d'une autre évolution de notre industrie, une autre amélioration. C'est pas quelque chose qui nous préoccupe. Ça ne serait pas non plus difficile à accepter pour nos clients. Oui, bien sûr, c'est un bond en avant, mais oui, il faut que la technologie fasse ses preuves, que le consommateur, le client soit habitué, mais je ne crois pas qu'il y aura un problème. Si sur ces ruptures technologiques, l'avion, c'est l'incarnation de l'avion, c'est la sécurité, c'est la confiance. On en parlait un peu tout à l'heure. Voilà, comment est-ce que les gens vont pouvoir, ou est-ce que vous pensez que finalement ça va être assez simple de leur dire, vous allez dans un avion qui sera différent, mais qui consommera tellement moins, qui aura une empreinte écologique tellement meilleure que finalement il faudra passer à cette nouvelle génération. Alors, nous, on pense que si on introduisait en service demain un avion autonome sans pilote ou un avion à hydrogène, l'acceptabilité du public serait faible. Donc, il y a un chemin à parcourir. Mais ce chemin, on va le parcourir progressivement. Et on voit déjà se déployer la technologie hydrogène, si on prend cet exemple-là, qui est peut-être le plus extrême ou le plus radical. On voit des voitures à hydrogène rouler dans Paris aujourd'hui. On peut se ravitailler en hydrogène. Alors, il est gazeux, il n'est pas liquide. Nous, on aura la problématique du carburant liquide. Et donc, il y a à chaque fois des étapes qui sont franchies. Les gens sont habitués sur le sujet de l'autonomie maintenant à rouler dans des branches de métro ou de RER qui sont complètement automatisées. Donc c'est des grandes tendances de fond pour lesquelles il faut du temps pour qu'il y ait de l'acceptabilité du public et qu'on soit à l'aise avec les technologies. Et oui, c'est vrai que l'aviation est arrivée à un niveau de sécurité qui est vraiment incroyable. Et donc il faudra qu'on soit capable d'amener le même niveau de sécurité à l'entrée en service de nouvelles technologies. Mais Ben l'a dit tout à fait justement, on l'a déjà fait. L'avion qui a le plus de succès au monde aujourd'hui, c'est l'A320,
L'A320 était le premier avion commercial à entrer en service avec des commandes de vol électriques. À l'époque, on se souvient de tout le débat que ça a été. Aujourd'hui, c'est une normalité. Tous les bons avions modernes ont des commandes de vol électriques. Eh bien, on va rentrer en service de nouvelles technologies, comme on a rentré en service le fuselage en composite récemment sur l'A350, après l'avoir fait sur les ailes. Ça, c'est des changements qui sont normaux et qui sont stimulants dans notre industrie. Il y a beaucoup, Augustin en parlait un petit peu, de changements invisibles pour le grand public qui nécessiteront sans doute une communication. L'optimisation, par exemple, des temps de vol et des routes avec des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle embarquée, l'optimisation au niveau du sol, bien sûr, du temps de parking et l'électrification de tout ça. Comment est-ce que vous pouvez, vous, avionneurs, finalement, mieux communiquer sur ces quick wins qui sont en train d'être, finalement, qui permettent chaque année d'avoir, je crois, à peu près 2% d'efficacité gagnée. Et peut-être plus à l'avenir grâce à ces nouvelles ruptures. Donc voilà, les nouvelles technologies, est-ce que les gens ne sont pas manque de confiance, finalement, dans la technologie ? Je pense que le secteur aérien a été vraiment pris par surprise concernant les attaques qu'il a subies. Sur le fly shaming. Oui, et sur le carbone. Parce qu'effectivement, quand on regarde les chiffres, on est 2,5%, bon, c'est assez consensuel, des émissions de carbone. C'est-à-dire que le reste, c'est 98%. On est 1,6% des besoins d'énergie sur la Terre, et je crois, et Patrick sait mieux que moi, qu'on a à peu près 80%, je crois que c'est l'ordre de grandeur, de ce besoin d'énergie qui est répondu, qui est adressé avec des énergies fossiles d'une façon ou d'une autre. Donc l'enjeu absolument considérable auquel est confrontée l'espèce humaine, c'est la maîtrise des impacts de sa consommation d'énergie, et là les besoins continuent à augmenter de façon considérable. En revanche, là où on est très très fort dans l'aéronautique, et c'est pour ça qu'on a été pris par surprise, c'est qu'effectivement on a une capacité à améliorer de génération en génération l'efficacité énergétique de nos appareils. On a démontré qu'elle était incroyablement rapide et performante. Et donc on va continuer à faire la même chose. On est ravis d'être là pour parler, pour communiquer, pour échanger, pour expliquer ce que fait notre secteur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on ne consomme que du carburant fossile, donc on est c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on est un peu montré du doigt. On est dans le ciel, c'est plus facile de montrer ce qui est dans le ciel. On est un symbole du multilatéralisme, il y a des gens qui s'y opposent, donc il y a un aspect symbolique. Mais quand on regarde fondamentalement sur les faits, et je crois qu'il faut absolument regarder sur les chiffres et sur les faits, on a une industrie qui progresse extrêmement vite, qui amène énormément de prospérité et de richesse à la communauté humaine par rapport à ces 2% de CO2, qui n'a pas d'impact au sol. On dit, oh là là, l'avion, c'est pas bon pour l'environnement. Non, ça c'est un contresens. Pour l'environnement, l'avion est au contraire le moyen de transport qui impacte le moins au sol. Pas d'impact sur la faune, la flore, etc. Mais on a ces 2% de CO2, et donc il faut qu'on s'en occupe, et c'est ce qu'on est en train de faire. Je voyais Patrick Pouyanné, dont le groupe Total est évidemment au cœur de cette transition énergétique dont on parle. Peut-être plus globalement aussi, Patrick Pouyanné, cette question de la communication, vous-même avez été confronté à cette question, et vous l'êtes toujours, sur la communication avec l'opinion. Vous vous présentez comme un groupe multi-énergie aujourd'hui, vous investissez énormément dans les énergies renouvelables. Comment est-ce que vous voyez effectivement la possibilité de dialoguer avec des gens qui vous mettent la pression ? Non, mais je crois d'abord que ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, en l'espace de 5 ans, une énorme transformation, comme le mot a été utilisé par Augustin, de la prise de conscience du changement climatique, notamment dans les sociétés occidentales. Et de ce point de vue-là, il faut bien voir que la planète n'est pas totalement égale. C'est vrai ici en Europe, très fortement, c'est vrai en Amérique du Nord. Quand vous avez dans des pays émergents, en Asie ou en Afrique, la préoccupation est haute. La préoccupation, c'est de sortir de la pauvreté, d'élever le niveau de vie. Mais en même temps, nos sociétés se sont développées grâce au carbone, donc à nous de montrer l'exemple. Il est clair que la prise de conscience sociétale est forte. Elle peut aller à un extrême, qui est celui auquel font face mes collègues de l'aviation. Parce que c'est pas seulement le CO2 qui est visé, c'est clairement le monde global qui est visé. Un certain nombre de courants de pensée aujourd'hui pensent qu'en fait, pour sauver la planète, il y a trop de monde sur la planète, il faudrait revenir chacun chez soi, et que cette globalisation, cette mondialisation qui pourtant a sorti des 1 milliard ou 2 milliards de gens de la pauvreté, est mauvaise pour la planète. Donc là, on tombe dans un débat plus philosophique.
philosophique. Et je trouve que les attaques contre l'avion, c'est pas seulement le CO2, c'est plus que ça. C'est devons-nous avoir un monde qui continue à interconnecter et où, en fait, la tendance qu'on a vécue, nous, notre génération depuis 30 ans, qui a ouvert le monde, qui a fait des citoyens qui se problème, est-ce que c'est la bonne solution pour la planète? Mais ça, c'est un autre débat, mais qui en fait est profond, je pense, pour le secteur aérien. Le CO2 est le bouc émissaire. Et nous, d'ailleurs, je suis assez content que finalement d'autres industries, je peux vous dire, fassent face au même problème que je fais face. Parce que moi, je ne me sens pas tout seul dans le bateau ou dans l'avion. Parce que des sentiments, j'ai l'impression que je suis tout seul, que je porte toutes les l'opprobre du monde. Mais la réponse, à mon avis, elle est simple. Hein. La réponse, c'est que c'est Churchill qui disait, dans toute difficulté, il faut voir une opportunité. C'est le verre à demi-plein. Donc nous, on s'est engagés. J'ai pris des décisions fortes cette année, d'ailleurs, au milieu de la crise. Pas à cause de la crise, on les préparait parce que ça se mature. Hein, ça, vous savez, comme dans les avions, moi, quand j'investis dans l'énergie, c'est pour 20, 25 ans. Et il y a des compétences, des technologies, des êtres, des hommes, des femmes. Et donc, on a dit qu'on irait vers la neutralité carbone et on est en train de transformer Total. Et on va faire de Total. Et ça veut dire quoi? Qu'on sera plus le pétrolier qu'on décrit. Et d'ailleurs, je suis déjà longtemps pas pétrolier, mais qu'on va être un groupe multi-énergie. On essaie de proposer un nouveau modèle. Donc, on va produire ce dont nos clients ont besoin. Parce qu'en fait, la vraie révolution d'une entreprise comme Total, c'est pas de penser simplement en termes d'offres. Moi, j'ai vécu dans une entreprise pendant 20 ans où, en fait, on cherche du pétrole un peu partout, ou du gaz sur la planète. Donc, je suis drivé par l'offre. Ce que fait le changement climatique, c'est une révolution pour nous. C'est qu'on doit penser à la demande. Parce que vous savez, c'est la demande qui retire l'offre. Et si on voit nos marchés bouger, c'est-à-dire, oui, il y a 80% de fossiles aujourd'hui, mais demain, il n'y en aura plus que 50%. Eh bien, nous devons nous adapter parce que j'ai pas envie que Total soit un dinosaure qui disparaisse. C'est pas ma mission. Et donc, on est en train de faire en sorte que, et l'objectif qu'on a donné, il est demain, hein, 2030. J'ai annoncé que nous vendrions, aujourd'hui nous vendons 55% de produits pétroliers et 45% de produits gaziers, un peu d'électrons. En 2030, c'est-à-dire demain, nous vendons seulement 30% de produits pétroliers. Nous vendrons 5% de biocarburants, j'espère, aux avions et aux compagnies aériennes, mais on les vendra. On vendra 50% de produits gaziers, dont une partie de gaz qui ne sera pas du gaz naturel, mais ça sera du biométhane et de l'hydrogène. À 2030, ça sera encore faible, mais sans doute 5%. Et puis, on vendra de l'électricité, des électrons. Donc, on va vendre des électrons, 15% à peu près en 2030, et ça montera à 45% en 2050. Pourquoi? Mais parce que la réponse, une partie de la réponse, alors pas dans l'aérien, mais dans d'autres secteurs au changement climatique, c'est l'électrification de l'économie, de l'énergie, je dirais. Et donc, on va devenir électricien. Et électricien, bien sûr, on a la chance, parce que moi, j'ai pas d'actifs là. Autant j'ai des actifs legacy dans le pétrole et dans le gaz, j'en ai beaucoup, j'ai même ça. C'est-à-dire, heureusement que je les ai, parce que c'est eux qui me permettent d'investir. Si je les avais pas, je sais pas faire la transformation. C'est parce que j'ai ces énergies dont j'ai besoin que je peux investir des milliards en ce moment dans les énergies renouvelables. Ça sera essentiellement de l'électricité renouvelable qui seront notre portefeuille. Donc, en fait, la réponse à tout ça, pour moi, c'est un formidable challenge et une opportunité de transformation pour construire une nouvelle économie, une nouvelle énergie. Mais je dirais, ce que a décrit Ben, je l'aime beaucoup parce que c'est dans le monde de l'énergie, ça a été pareil, hein, l'histoire de l'énergie. L'histoire de l'énergie, c'est qu'il y a 2 siècles, on brûlait du bois, on a trouvé du charbon, on est passé au pétrole, on va au gaz, demain ça sera des électrons, du renouvelable et de l'hydrogène. Je veux dire, et pourquoi c'est une perpétuelle recherche? Ce sont fondamentalement, on cherche quoi? On cherche à faire une énergie qui soit moins chère, qui soit plus fiable et qui soit plus propre. Et le plus propre, en ce moment, ayant une dimension forte. Mais il ne faut pas l'oublier que dans tout cela, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, Ben ne m'a pas répondu, le driver de l'énergie, parce que c'est un bien essentiel, il faut qu'elle soit pas chère. Parce que je n'ai pas trouvé encore un endroit au monde où des gens acceptent volontairement de payer plus cher leur énergie. Ça n'existe pas. Votre pouvoir d'achat, vous commencez quand vous vivez en France, d'ailleurs on a vu la crise des Gilets jaunes, quand vous avez votre salaire, vous commencez à devoir vous loger, vous déplacer, vous chauffer. Ça, c'est des biens essentiels. Et donc, dès qu'on parle d'investissement massif, on parle de coûts et on parle à un moment de pouvoir d'achat. Donc, c'est ça le challenge auquel on fait face, mais qui est d'ailleurs formidable. Et Total, il apportera des solutions et sera au rendez-vous. On va écouter le point de vue de Ben Smith là-dessus, mais avant, peut-être, Augustin de Romanet, dans une perspective aussi historique, est-ce que 2020, avec cette crise du coronavirus, marque une rupture aussi? On disait tout à l'heure, voilà, avec Karim Adeli, qui représentait donc les écologistes au cours du Paris Air Forum, disait
est-ce qu'il ne faut pas penser aussi le monde différemment? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de sobriété? L'économie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il y a quand même ce discours, j'entends ce que dit Patrick Pouyanné sur la globalisation, mais il y a aussi peut-être une prise de conscience qui avait peut-être, Bertrand Piccard le disait tout à l'heure, peut-être une forme de gaspillage dans notre modèle économique. Donc comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça? C'est-à-dire garder le meilleur du transport aérien, la connexion entre les hommes, les idées, les échanges, et en même temps éviter d'être à cause notamment du prix, qui était avec les low cost vraiment pas cher, faisait que les gens avaient peut-être tendance à ne pas penser à leur empreinte. Aujourd'hui, avec le coronavirus, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience quand même. Oui, alors comme l'a dit Patrick Pouyanné, c'est très variable selon les régions du monde. Et le Flixcam qui est né en Suède, il est quand même né dans un pays où les habitants voyagent 30 fois plus que les Indiens. Donc ça veut dire que nous, Suédois, nous avons voyagé... Un sport de riche. Exactement. Et moi, ce qui me réjouit beaucoup dans cette table ronde, c'est d'entendre chacun de mes collègues indiquer qu'ils ont la foi dans le fait que le transport aérien va repartir, que le transport aérien va être décarboné, les technologies sont là. Il y a effectivement une réflexion à avoir sur le prix de l'avion, parce que incontestablement, on doit se demander s'il ne faut pas rehausser le prix général dans toutes les compagnies, parce que c'est vrai que si on impose dans un pays uniquement des taxes, c'est une tragédie. Et j'en profite, si vous me permettez, pour faire une petite page de publicité. Mais récemment, un tribunal a indiqué que la mission qui était de décarboner l'accès à l'avion par le CDG Express, qui vise à permettre aux gens d'utiliser le train plutôt que l'automobile pour aller du centre-ville à l'avion, un tribunal a indiqué que ça n'était pas bien parce qu'avec le Covid, il n'y avait plus de transport aérien et que ça n'était pas un équipement important. Je suis ravi de voir tous mes collègues et je les remercie d'avoir dit que c'est un équipement indispensable pour contribuer à la décarbonation du transport aérien. Et je le dis solennellement, c'est indispensable. Bon, donc... Je crois qu'effectivement, en France, on a eu l'occasion d'en parler récemment avec Bertrand Piccard. En France, nous avons un pays qui est plus particulièrement sensible à certaines vagues d'opinion et la remise en cause de l'avion me paraît suffisamment forte pour que ça soit utile de faire cette pédagogie. Je crois que tout ce qui a été dit aujourd'hui devra être répété et re-répété parce que s'il y a vraiment des personnes qui prennent des risques, ce sont les gens du domaine de l'aviation. C'est dans l'ADN de l'aviation. Quand vous étiez aviateur en 1905 ou 1910, quel était votre pourcentage de revenir vivant? Il n'était évidemment pas de 100%. Et toute la génération des pionniers de l'aviation sont des gens qui ont pris des risques personnels sur leur vie pour faire progresser la science. Et je crois qu'il faut, par respect pour tous les gens qui ont donné leur vie pour faire des progrès techniques, par respect pour toutes les zones du monde qui ont besoin d'accéder à la science, qui ont besoin d'accéder au progrès, qui ont besoin d'accéder à la santé, il faut que nous fassions cet effort de pédagogie pour montrer qu'un monde est vivable avec un avion décarboné. Ben Smith, il faut répondre à la question de Patrick Pouyanné. Est-ce qu'on peut faire la transition écologique de l'aviation et en même temps qu'elle reste accessible, c'est-à-dire pas trop chère pour le pouvoir d'achat de ceux qui veulent voyager? L'équation économique, elle dépend un peu de chacune des personnes qui sont autour de cette table. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, j'imagine, vous voulez continuer à avoir des voyageurs, mais la question du prix, effectivement, et de l'environnement compétitif dans lequel vous êtes, fait que c'est extrêmement difficile de jouer sur la variable du prix. Certains évoquent un prix minimum. Bon, est-ce que ce sont des tendances quand même que l'industrie du transport aérien envisage de mettre en place un prix minimum pour responsabiliser les gens? Et puis il y a la question de la compensation aussi sur laquelle vous travaillez et Air France a pris des initiatives qui peut permettre aussi de répondre à cette question. Allez-y. Oui. Bien sûr, la volonté de payer plus pour un billet d'avion n'existe pas. Cela a été prouvé, pas simplement par le biais des taxes carbone. Donc, pour beaucoup de biens, de produits, c'est très difficile, voire impossible d'avoir les consommateurs accepter de payer plus pour ces services. Donc, c'est quelque chose qui est bien connu, on accepte. Et si l'on considère que les taxes vont avoir un impact sur la demande, je crois que cela est faux. Donc, pour nous, il s'agit d'un équilibre. Comment est-ce qu'on peut encourager la technologie? Comment est-ce qu'on peut le rendre accessible pour que nous puissions l'acheter?
Et donc, ça, c'est vraiment un cercle vertueux. Et pour avoir le bon équilibre, ce n'est vraiment pas facile. C'est un très, très gros défi. Et voilà pourquoi je pense qu'on ne fait pas assez pour s'attaquer à cela, trouver la bonne équilibre entre ce qui est acceptable pour le consommateur, parce qu'en fin de compte, c'est le consommateur qui va utiliser nos services, qui nous permet de acheter des avions, de mettre le bon carburant, hydrogène, etc. Donc, si nous tous, si nous sommes capables de parler d'une seule voix, je crois qu'il y aura un effort collectif. Dans le passé, nous avons eu des défis différents, mais aujourd'hui, par rapport à ce défi, la seule façon d'avoir une façon viable de s'attaquer à ce problème, c'est de travailler ensemble, de collaborer. C'est donc la même chose pour les low cost. Est-ce qu'on devrait avoir un prix minimum? Je ne suis pas vraiment favorable au prix minimum, mais si quelqu'un veut aller quelque part, prendre l'avion, ils vont le faire, que ce soit à prix bas ou prix élevé. Donc, il s'agit d'un environnement très spécial en France avec le TGV. On ne voit pas ce problématique ailleurs. Et lorsqu'il y a une alternative pour des petits trajets de 2-3 heures et que l'on peut prendre le train, ça c'est une alternative. Mais quelqu'un qui veut faire un aller-retour à Toulouse comme Guillaume, c'est pas vraiment une possibilité alternative. Donc, et je crois, ça permet la communication, un voyage d'affaires, et l'avion est le moyen le plus efficace. Si vous voulez donc aller à New York pendant quelques jours pour des affaires, vous voulez visiter votre famille, donc c'est le moyen de transport qu'il faut utiliser. Et donc, si on est capable de surmonter ces défis, je pense que nous aurons du succès, et cela de façon plus vite. Oui, je voulais dire 2 mots sur le prix. La baisse des prix dans l'aviation a permis la démocratisation de l'aviation. Donc on est aujourd'hui face à une industrie qui permet au plus grand nombre de voler et d'accéder à ce privilège, cette chance de pouvoir parcourir la planète. Donc c'est quelque chose de très vertueux. C'est très vertueux aussi sur le fait que la pression sur les prix, c'est ça qui permet d'investir ou qui nous force à investir, à faire des avions plus efficaces, à réduire moins de carburant, à éviter tout ce qui est le gâchis dans le sens des choses qu'on peut faire différemment. Donc il faut accepter cette contradiction qu'on veut à la fois des prix les plus bas possibles pour permettre au plus grand nombre de voler, mais qu'il faut que ces prix bas contribuent par les profits qui sont faits dans les différentes parties de l'industrie aux investissements qui vont rendre l'aviation de moins en moins intensive en carbone et décarbonée à la fin. Donc oui, on a besoin de prix bas pour l'accès, pour la démocratisation. Et bon, en France, ça paraît relativement normal de prendre l'avion, même si j'entendais tout à l'heure que 40% des gens ne volent pas. Et il y a d'autres pays, des pays émergents dont parlait Patrick Pouyanné, où l'accès à l'aviation, c'est un changement. C'est vraiment un progrès considérable et les gens qui peuvent le faire ont l'impression de vivre une nouvelle vie et une vie meilleure. Et donc, c'est ça qu'on essaie de rendre possible. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Guillaume. Par contre, il ne faut pas non plus se cacher la face. C'est-à-dire, si on vient de vous dire qu'il fallait utiliser plus de biofuel, il faut utiliser des fuels synthétiques, ça coûte plus cher. C'est ce que vient de dire Patrick. Donc, ça coûtera plus cher. Pour moi, la clé et le point le plus important, c'est l'équité. Il ne faut pas qu'une compagnie aérienne soit pénalisée par rapport à ses pairs. Il faut que ce type de réglementation et ce type d'obligation d'utilisation de carburant, soit bio, soit synthétique, soit la même pour tout le monde. Et là, bien sûr, il y aura une petite augmentation des prix, mais je suis persuadé que les gens l'accepteront très vite parce que ça va dans le sens de l'amélioration du climat, ça va dans le Green Project que tout le monde a en tête aujourd'hui dans le monde, en particulier les jeunes. Donc pour moi, il y aura une augmentation des prix à la clé. Cette augmentation n'est pas terrible, n'est pas destructrice d'aviation, de gens qui voudront moins voler, dès lors que ce sera quelque chose qui sera uniforme au niveau de l'ensemble des compagnies aériennes. Peut-être une question pour... Allez-y, Régis. C'est la vraie question et la vraie difficulté, parce qu'après c'est un problème d'échelle. Il est évident qu'une réglementation strictement nationale n'a pas de sens,
parce qu'à ce moment-là, vous allez juste, s'il s'agit juste de décarboner des vols domestiques français, comme en plus la France fait le choix du train, ça n'aura aucun impact, donc ça n'a pas de sens. L'espace européen est déjà plus cohérent avec les difficultés qu'une grande partie de l'aérien, c'est des compagnies qui viennent d'ailleurs, donc on peut avoir à ce moment-là, on peut se retrouver avec des gens qui vont charger du jet fuel dans d'autres aéroports. Enfin, c'est pas si simple que ça. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, d'ailleurs, à mon avis, tout ça, c'est l'Europe, il y a une dizaine d'années, avait voulu imposer une taxe. Et avait dû y renoncer devant d'ailleurs la fronde des compagnies du gouvernement américain. Et du coup d'ailleurs ce dossier, comme d'ailleurs ça a été complètement mis de côté. Et ce qui fait d'ailleurs peut-être parce qu'à cause de cette affaire en Europe, on n'a pas repris le sujet. Vous savez, c'est comme des sujets quand on essaye de faire des avancées trop vite ou mal calibrées, on recule. Du coup l'aérien, on n'en a pas trop parlé dans les dernières années. Tout d'un coup, on réouvre le dossier de façon avec plus de tension. Donc c'est clair que dans cette affaire, là, il faut au minimum une politique européenne et, si possible, embarquer les pays qui sont les grands concurrents de Ben, je veux dire, et notamment des compagnies du Moyen-Orient ou d'autres, mais qui peut être à l'écoute, parce que ces pays-là, producteurs de pétrole, ont aussi envie de contribuer positivement au changement des politiques. Donc, je pense qu'il y a une question de coalition. Et d'ailleurs, tous ces sujets, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, on les réglera pas tout seul. Il y aurait une erreur profonde à croire qu'on peut tout faire en national, surtout dans l'aérien, qui est clairement un métier international. Bon, ça me paraît une très bonne conclusion. Il nous reste quelques secondes pour passer la parole au prochain. Je crois que ce que vous avez dit, c'est l'interdépendance de tout un écosystème, et vous étiez chacun les représentants de l'ensemble de l'écosystème pour expliquer que vous ne pouvez y arriver qu'ensemble. Je crois que c'est la première conclusion qu'on peut faire. La deuxième, c'est que dans un monde d'échange, de connectivité, de mondialisation, on a besoin de l'avion, et il faut tenir compte du fait que c'est la particularité de ce secteur. Il est dans une compétition mondiale, et donc il faut tenir compte des risques de distorsion de concurrence. Peut-être le prochain débat l'année prochaine, Max Armanet, on fera aussi sur la concurrence chinoise, puisque je sais plus, Guillaume Faury n'en a pas beaucoup parlé, mais est-ce que le premier avion à hydrogène sera français, européen ou américain ou chinois? Ça pourrait être une question de compétition aussi, mais on va la laisser ouverte, cette question. On vous souhaite une bonne suite de Paris Air Forum. Merci messieurs pour ce débat, et Augustin Romanet, il sera en replay sur le site notamment de la Tribune, donc on aura l'occasion pour tous les gens qui s'y intéressent de vous réentendre. Merci beaucoup.